Sortez de là, enfoirés. Amenez-vous. Je vais me cracher dedans. Bonsoir les branleux, les branleuses, bienvenue sur Contact, le podcast des deux cons qui manquent de tact, toujours présenté évidemment par votre fidèle Bud, et que serait le Bud sans le Dutch. Bonsoir mon Dutch, comment ça va ? Ça va bien, salut les branleurs, salut les branleuses, j'espère que tu vas bien aussi, mon gros coussin péteur, oui. L'homme méthane. L'homme métal. Ouais, ça va nickel, ce soir on reçoit évidemment un invité, vous l'avez vu sur la vignette, bande de trous du cul, donc c'est quand même pas compliqué de faire une fausse surprise. Ce soir on a l'honneur, le privilège de recevoir le grand Philippe. Le boss final. Le boss final, le red boss de l'internet, Philippe Courtois. Bonsoir Philippe. Bonsoir Bud, bonsoir Dutch, merci de m'inviter, quel plaisir. Mais merci à toi de nous faire l'honneur de ta présence, que dis-je. Bon, tergiversons peu, évidemment on commence habituellement notre épisode par un coup de gueule et on va pas déroger à la règle, on va faire un peu honneur ce soir. Philippe, est-ce que tu as un coup de gueule pour ouvrir cette émission ? Non, coup de gueule, plein de coups de gueule, j'ai été au Hellfest, je connais même pas la moitié des groupes, donc c'est un peu bizarre pour quelqu'un qui a passé sa vie à travailler pour la scène métal et son développement en France. Donc voilà, ça c'est assez drôle. C'est pas un coup de gueule, mais c'est quand même assez étonnant. Et puis, que dire d'autre ? Ça y est, c'est le réchauffement climatique. Faut quand même. C'est pas des conneries, quoi. Ça arrive, l'enfer sur Terre. Ouais, il est bien déréglé le climat. Comme la Mazda. Et tout Mazda, pareil. Ah, putain, mettre garage. Comme ma grand-mère, pareil. Tout pareil, tout déréglé l'histoire. C'est le machin, ça, c'est bon, ça. L'ostéoporose, tout ce que tu veux derrière, on est bon là. Non, et deuxième coup de gueule, je suis Métallurgie là, toutes les semaines, tous les vendredis, ils nous sortent les pochettes des disques qui sont disponibles en streaming. Mais qu'est-ce que c'est que cette surproduction de disques là, entre 80 et 150 nouveautés par semaine? Mais comment on va faire? C'est bien, on va pouvoir en parler tout le long de cet épisode, ça va être parfait, tes coups de gueule nous font un pont parfait. Et est-ce qu'il t'en reste un sous la main avant qu'on passe au Dutch pour le coup de gueule ? Un troisième coup de gueule On sait jamais, tu peux en faire autant un que 12. Tu es libre, tu es l'invité. Non, pas un coup de gueule, mais je voudrais saluer Sylvain Bégaud qui nous écoute. Et voilà, il vous passe le bonjour, je viens juste de l'avoir. Bien, le bonjour. Merci pour le coup de langue. Merci beaucoup. J'y ferai référence dans quelques instants, juste après les coups de gueule. Ok, je te remercie. Dutch, qu'est-ce que tu as pour nous en réserve là ? Petit coup de gueule, mais moi je ne vais pas remercier tous ceux qui nous ont cassé les couilles justement avec le Hellfest, avec leurs vlogs, leurs rétrospectives, leurs machins, ceux qui ont fait leur beurre là. Leur beurre du début fin juin, début juillet on va dire, qui sont au pinacle de clics par impression de leur chaîne de merde qui sortent toujours sur le même truc. Ouais, il y a que ça, allez-y. Enfin, il y a même des mecs qui ont fait juste des encarts avec des dramas. Voilà les mecs. Merci moi je suis coupable, j'ai fait un selfie. J'ai fait un selfie. Oui, mais un selfie ça va, t'as pas fait 50 minutes sur les nazis, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc merci à vous, merci pour votre créativité. Sans vous, je sais pas ce qu'on ferait sans vous en fait. Voilà. On a bon. Fuck off. Ouais, ça sent quand même un peu le seum ton histoire. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Il y avait de quoi faire en même temps. C'est vrai qu'il y a eu du monde. Tout le monde a voulu que le métal. Tout le monde a fait ouin. On parle pas du métal. Personne ne parle de la musique que j'aime. Et maintenant que c'est complètement. Que c'est l'opposé, c'est aussi un scandale. Donc en fait, reconnaissons-le, le métalleux n'est jamais content. Oui, le français. Dosage. Il y a le français qui est jamais content, et alors si tu cumules français plus métalleux, alors là, wow. Ouais, mais à partir du moment où tu fous des influenceurs, des influenceuses, tu commences à traiter tout le monde de nazis, de machins, de trucs, de machins, ça casse les couilles en vrai, tu vois, ça suffit, stop. Parlez musique les gens, ou faites-en, c'est bien, vous allez voir, c'est cool aussi. Ouais, revenons à l'essentiel, j'ai envie de te dire.
Bon, très bien. Eh ben écoute, pour ma part, on va dire petit chapeau bas, coup de gueule en même temps. Ça y est, Ozzy Osbourne s'arrête pour de vrai. Alors, est-ce que c'est légendaire ? Est-ce que c'est faux ? Bon, après, le machin, il est en fauteuil roulant, donc peut-être qu'à un moment, on va admettre que c'est vraiment la fin. Mais bon, la belle brochette de fils de pute entre Metallica, Guns N' Roses, Slayer, Pantera, Gojira, Hellstorm, Lamb of God, Anthrax, Mastodon, Alice in Chains et Tom Morello. Oui, bien sûr, je suis sur Metal Zone, bande d'enculés, évidemment, vous le savez. Et Tom Morello qui vient un petit peu chaperonner tout ça avec des invités prestigieux comme le chauve Billy Corgan, Jonathan Davis et Fred Durst, tout ça. Le tout, Jason Momoa assurera le rôle de maître de cérémonie. Bon, allez, Ozzy, il faut que tu meurs. Aquaman. Faut que tu arrêtes, là. Aquaman, là, stop. Il faut que tu meurs. Rends service à la scène métal. Stop. Arrêtons tout. Oui, arrête-toi, meurs et on n'en parle plus parce que tu seras toujours moins légendaire que Lemmy parce que t'as trop perduré. Et ça fera écho évidemment à faut-il pousser les vieux dans les escaliers ? Oui, voilà. On répond oui, il faut les pousser. Voilà, faut les pousser quand ils sont sur scène comme ça et jusqu'en bas. Et si au cas où ils tressautent encore un peu, hop, troisième corde, on finit le coude là. Tu vois directement dans la nuque parce que là, ça commence vraiment à être pas beau à voir. Pieds joints sur leur tête. Et je sais pas, moi, ce qui m'a fait marrer dans la phrase, c'est, je sais pas pour toi, mais c'est Ozzy Osbourne dans la même phrase, il y a millions quand même. Ouais, non, mais il rapporte des millions à Birmingham, incroyable. Là, on est. Ah oui, c'est toujours marrant Oui. ce double truc, tu vois. Ozzy Osbourne, millions. Ok, d'accord. Ouais, très c'est bien. QFD. Oui, c'est QFD, exactement. Rebelle. Hein. Rebelle. Ouais. Rebelle. Bref. Bon. Merci à toi. Mais, plaisir. Trêve de bêtises, trêve de bavardage, évidemment. Fin des coups de gueule. Donc, Philippe Courtois. Philippe, grand nom de la scène, s'il en est. Il y en a quand même pas beaucoup des comme toi qui traînent encore sur la scène. Je voulais justement faire un clin d'œil. Donc, nous, on va aborder l'épisode d'une manière différente Dans le secret des dieux. Donc, j'invite les branleurs et les branleuses, comme à l'accoutumée, s'ils veulent vraiment quelque chose de pointu, de défini, avec plus de détails dans le parcours de Philippe, plus d'intelligence aussi, et beaucoup moins de gros mots. Allez voir l'épisode spécial de l'interview de Philippe Courtois par Sylvain Bégaud Dans le secret des dieux. Nous, on abordera la chose un petit peu différemment. Avec le Seigneur, on va te demander plutôt des points de vue personnels et on va diviser ça de manière un petit peu voilà, en deux, pragmatique. Hein. Le chanteur de Misanthrope et le responsable du label que tu es, évidemment. Et pour commencer cet épisode, Philippe, je vais te demander de nous faire une présentation pour les branleurs et les branleuses qui ne te connaîtraient pas, de nous faire une présentation non exhaustive, comme je disais en off, parce que sinon on va en avoir pour 2h30 vu le curriculum vitae de psychopathe que tu as. Qui es-tu pour les gens qui ne te connaîtraient pas, s'il te plaît, Philippe, à toi. Merci. Ok, merci Philippe. Alors on va passer aux questions, c'est parti. Donc voilà, je suis Philippe Courtois, j'ai 55 ans. J'ai commencé Misanthrope en 1989. Amoureux, passionné par cette scène en ébullition qui était le début du métal extrême, donc la fin du thrash qui nous poussait vers le death metal. En tout cas, quelque chose plein d'énergie. Et puis voilà, en 1992, avec Séverine Foujanet, j'ai monté le label Holy Records. On a signé des petits artistes comme Septic Flesh, Nightfall, Sub, Division Alpha, Steel et Volk, Misanthrope évidemment, Tristitia, Yearning, Gloomy Grim, enfin pas mal de choses. Et puis aujourd'hui, en 2025, post-Covid, on a une version 2.0 d'Holy Records sur le net. Et c'est parti mon kiki, ça perdure. J'espère qu'on fera pas comme Ozzy. Non. Qu'on se rate arrêté avant. C'est tout le malheur qu'on te souhaite, de ne pas faire comme lui. Ouais, et puis compte sur nous pour te pousser dans les escaliers. On te poussera. C'est une bonne question, perdurer, surtout pour un groupe français ou des artistes français qui n'ont pas finalement, qui ont un succès underground. Donc c'est très intéressant et c'est une vraie question. Eh ben écoute, gardons-la sous le coude, mon Dodge, gardons cette question sous le coude. On va faire la première partie en tant que chanteur de Misanthrope parce que c'est la première chose que tu as fait donc à partir de 89. Donc comme on a dit, on va pas trop aborder toute ta carrière, mais du coup voilà, 89, 2025, bon, il y a de la bouteille, un genou au sol pour le respect, un deuxième pour l'honneur. Tu parlais justement, on va faire le greffe avec le Hellfest, donc t'en es où alors le petit clin d'œil, le petit point de vue, excuse-moi pas le clin d'œil, le point de vue que tu as sur cette scène. Tu disais tout à l'heure que tu connaissais pas la
moitié des groupes qu'il y avait au Hellfest. Est-ce que tu te sens perdu? Est-ce que tu te C'est sens un lourdé? drama. Perdu, Vas-y. non, je suis un grand garçon, non. Vas-y, envoie. Mais Déroule. envoie, non, mais bon, il y a toujours une niche, Covenant. En fait, tu trouves ce que tu veux chercher au Hellfest. Voilà, Scorpion, forcément t'aimes. Within Temptation, forcément t'aimes. Steve Vai, forcément t'aimes. Comme je disais, Unleash. Tribute à Bathory, c'est un truc que j'avais jamais vu. J'ai enfin vu une heure de chansons de Bathory en concert. Alors, c'est un tribute band, mais bon, malgré tout, ça reste très, très marquant, en tout cas pour moi. Non, super, j'ai des super moments, mais voilà, c'est très compliqué. Honnêtement, c'est très compliqué à vivre. C'est très compliqué à vivre. Il y a 5 scènes, finalement, tu continues à faire que la Altar et la Temple, et voilà. Après, c'est un endroit extraordinaire où il faut y être. Alors après, j'ai pas cet avis enfin, j'ai pas trop vu tous ces Instagrammeurs, ces YouTubeurs, tout ça. Je me suis pas rendu compte de leur présence, pour être très honnête. Finalement, c'est tellement grand, il y a tellement de monde que tu vois les gens que tu veux voir et que tu dois voir. Et en tant qu'artiste ou même professionnel, tu vois, là, j'ai les 2 casquettes en même temps. C'est important d'y passer du temps pour travailler, parce que tout le monde est là, et c'est important de montrer que tu existes, quoi. Donc, de toute façon, un incontournable pour un label comme c'est un incontournable. Holy En fait, voilà. Non, mais tu vois, je veux dire, rien que voilà, tu passes 2 heures à l'Extreme Market, c'est quand même bien de pouvoir dire bonjour aux gens avec qui tu travailles toute l'année, quoi. On a revu Rockard, on a vu Season of Mist, on a vu Mail Order Adiposer, on a vu plein de gens, quoi. Enfin, il y a plein de choses à faire, des distributeurs étrangers, enfin, il y a quand même beaucoup de monde. Donc c'est vrai que moi, ça me fait un petit peu sourire, la polémique, toutes ces polémiques, le Disneyland du métal, tout ça. Je sais pas trop, j'ai trop de respect pour le travail qu'a fait Ben Barbeau et ses équipes et ses bénévoles. Mais pareil, tout ce que j'entends, ça me touche pas. On n'y est pas, en fait. On n'y est pas. C'est pas du tout. Pas du tout ça, quoi. Tu fais pas partie des détracteurs du Hellfest et des côtés négatifs qui ont été ramenés par un maximum de gens depuis ces petites 10 dernières années, là, un petit peu, comme tu disais, le Disneyland du métal et tout ça. Donc, je suis pas touché, je le vois pas. Tu sais quoi, honnêtement, sans te mentir, je le vois pas. Okay. Je vis pas ça. Enfin, je veux dire, où je regarde des groupes que j'aime. Enfin, Bathory, je veux dire, quand t'entends Call from the Grave, ou quand t'écoutes des morceaux comme Sacrifice du premier album de Bathory, enfin, tu te dis pas que t'es entouré de bobos ou pas, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu te retrouves, on est 1000, 2000 mecs, ils sont là pour la cause. Enfin, il y a des moments sérieux, quoi, et poignants dans ce festival. Faut faire une distinction. Est-ce que tu ne les vois pas ou est-ce qu'ils n'existent pas? Ce qui ne serait pas la même chose. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit je les vois pas. Ok. Ouais. C'est pas la même chose. C'est un peu le syndrome des œillères de cheval. Là. Ouais. Ou alors, si tu choisis tes endroits et l'altar et la vallée, évidemment, si t'es pas sur les main stage, oui, tu vois moins les casus, tu vois moins le glissement ou le tournant qu'a pris le festival, évidemment. Mais est-ce que quand même tu sens pas un petit glissement vers quelque chose de plus accessible? Moi, j'ai pas dit le contraire. Alors, j'ai pas voulu faire le mec qui voit rien. Je dis juste que j'ai pas rencontré trop ça, mais bien sûr, j'ai vu des gens qui étaient là pour voir, comme dans un zoo, des métalleux dans leur environnement, habillés avec leur t-shirt Jack and Jones, leur short rose, et puis le fiston qui a son t-shirt Football Club de Barcelone. Oui, mais ça tu vois ça, mais... Oui. Ouais, non, mais après, voilà, bon, après, c'est... Non, après, j'entends tout ce que voilà, les gens voudraient qu'on réserve les premiers billets pour les vrais métalleux, puis s'il en reste pour les autres. Mais arrêtez, ça c'est bizarre, tout ça. Ouais, ça n'existe pas, tout ça. Ça n'existe pas, tout ça. La première arrivée, premier servi, c'est comme ça. Ouais, c'est très étonnant, ouais. Et puis acheter les places à l'aveugle, mais moi je trouve ça, honnêtement, je trouve ça génial. Je comprends qu'on ne puisse pas, ça je suis d'accord. Mais je veux dire, Ben Barbeau, il a une vision, il a 3 ans ou 4 années à l'avance par rapport à vous, par rapport à nous. Le gars, il sait exactement ce qu'il fait. C'est un entrepreneur, il est fait pour ça. C'est un entrepreneur visionnaire. C'est pas bien sûr. Pour être pérenne, t'es obligé de voir à une distance, on va dire. C'est exactement ça. Ouais. Honnêtement, j'ai beaucoup de respect déjà pour le professionnel. Enfin, c'est incroyable ce qu'il a fait. Je pense que vous vous rendez pas compte du désert. Il y avait rien dans les années 80, fin 80, milieu 90. Il y avait rien du tout. Je veux dire, pour faire jouer quand on faisait des festivals Holy Record à la loco, tu te levais le matin, tu louais la loco, tu leur faisais un chèque pour qu'ils t'ouvrent la salle, tu vendais les places, tu distribuais les flyers. Là, maintenant, tu vois, il a fait
Enfin voilà, maintenant il y a des choses qui existent, ils font venir des groupes de tous les pays. Quand Nightfall s'est reformé, ça a joué au Hellfest. Il y a eu Steelvolk, il y a eu Antaoma, il y a eu Misanthrope, il y a eu Argile, il y a eu tout ce que tu fais, Septic Flesh, il y a eu Offenland. Enfin, c'est. Moi, mais tu vois quand même, à un moment donné, il y avait la jeunesse de ce festival-là s'appelait le Fury Fest. Oui. Moi j'ai tout fait. Alors j'ai fait tous les Hellfest et j'ai fait les deux derniers Fury. Voilà, donc t'as bien vu, tous fait. Il y en a quand pas même beaucoup, que on n'est pas beaucoup, hein, on n'est pas beaucoup. T'as bien vu le Slipknot, pardon, oui, 2004. Là, voilà. Donc, bah oui, comme tu vois, à l'époque, c'était les gros méchants, Slipknot, enfin les gros vendus, voilà, c'est ça. C'est ça, on est complètement dans un. Bah, non mais. T'avais Morbid Angel juste avant, c'était le feu, et tac arrive Slipknot, ils prennent des bouteilles dans la gueule et tout ça. Oui. Là aujourd'hui, Linkin Park il se pointe, il n'y a pas de. Tu vois ce que je veux dire, on voit quand même qu'en 20 ans il y a eu un changement, et ça, on peut pas le nier. Tu vois. Oui. Donc, mais après, nous on dit pas que c'est bien ou pas bien, tu vois, que lui fasse tourner sa boutique, c'est très très bien, il n'y a pas de problème avec ça. Après, est-ce que la réalité c'est que. Alors les trous, souvent on dit les trous de balles, les trous métalleux désertent le festival, bon ils l'ont fait depuis longtemps je crois, hein, pour certains. Mais oui, bien sûr, ne vous inquiétez pas, mais c'est toujours, en fait, on voit toujours ceux qui sont fans de métal et passionnés, on les voit et c'est quand même toujours les mêmes. Hein. Et ils reviennent, mais ça sent la sangsue quand même, ça sent je sais pas, il y a un truc qui est un peu plus fake quand même qu'avant. Peut-être, je ne sais pas. Ça sent ça en tout cas, ça sent ça, tu vois. Alors, après, est-ce que c'est une réalité ? Excuse-moi, pardon mon Dutch, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. J'allais faire glisser la question d'une manière un petit peu différente. Donc, t'as senti un léger glissement, mais tout léger, mais tu es encore en phase en tout cas et tu as du respect. Mais justement, est-ce que tu perçois un déphasage à certains endroits, certains moments, certains comportements ? Donc, tu parlais un petit peu Mayo Barça avec le fils, machin et tout ça. Est-ce que finalement ces gens-là sont pas des métalleux en devenir ? Donc c'est-à-dire que finalement, Ben Barbeau est le meilleur promoteur français de la musique métal, ou est-ce que finalement c'est pas un petit peu l'exagération du côté divertissant du métal ? Voilà, tu vois. Je te dis, c'est les deux. C'est les deux. Ben Barbeau, quand même, il a réussi au Hellfest, le groupe le plus codé sur les t-shirts, c'est plus Maiden, c'est plus AC/DC, c'est le Hellfest, quoi. Il a réussi à créer une marque qui représente le métal en France, voire en Europe. Mais je pense que les détracteurs, vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est, quoi. Ça me fait. C'est comment on peut. Bon, ok, il y a des gens qui sont pas métal à l'intérieur. Peut-être qu'ils deviendront métal, peut-être qu'ils ne le deviendront pas. Comme je te dis encore une fois, peut-être c'est comme le Puy du Fou. Les gens, il n'y a pas que des passionnés d'histoire de France qui vont au Puy du Fou, mais si ça peut 5%, 10%, tu sais. Alors, est-ce qu'on peut nuancer, cher Philippe ? Bien sûr, on peut tout nuancer. Nous ne sommes pas des détracteurs. Non, j'ai pas dit ça non plus. Oui, des sceptiques flèches. Nous sommes des... Voilà, c'est ça, tout à fait. Pour raccorder un peu les trucs. Les gars, 2 sur 10. C'est l'évidence. Non. Mais en fait, ce qu'on dénonce, c'est que... Enfin, ce qu'on dénonce... Oui, c'est ça. Ce qu'on soulève. Ce qu'on soulève, ouais, c'est plutôt le fait qu'il y ait que ça, en fait, qui existe. Et c'est... Enfin, ça, si tu veux, ça efface tout le reste, plus ou moins, quoi. Je veux dire, ça absorbe beaucoup de visibilité sur tout le reste, en fait. C'est plutôt ça qu'on soulève. Le Hellfest en lui-même, oui, c'est colossal. C'est comme Gojira aux Jeux Olympiques. Putain, j'avais zappé. C'est colossal. Mais en fait, maintenant, dans la rue, les gens qui savent que je travaille dans le milieu de la musique métal, et métal extrême, on me parle de Gojira, on me parle du Hellfest chez le boucher. Mais c'est pas un peu chiant. Alors ma question, c'est est-ce que du coup, ça perd pas un peu de sa saveur, tu vois ? On est bien d'accord que rendez-moi mon métal underground. Ça, mais je suis le premier à le dire, mais bon, c'est anecdotique en fait. Tout le monde a fait tellement les ouin-ouin pendant tellement d'années de rien avoir. Ah oui, il y a Mercyful Fate qui est venu à jouer à Toulouse. Il a fait 78 entrées, c'est un scandale. La France ne supporte rien, ne supporte pas les groupes, il n'y a pas de scène. Là, tu as une scène, tu as des groupes, tu as tout ce que tu veux. Et bon, les gens sont toujours pas contents non plus. Donc, après, j'irai au Résu en Espagne, on retrouve l'esprit du Hellfest d'avant. Mais pas du tout. Moi, j'ai été jouer au Résu. Ça n'a rien à voir, c'est des choses différentes en fait. Tu parles du Resurrection Fest, c'est ça ? Oui, bien sûr. Pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas. Hashtag tu ne connais pas. Il y en a peut-être un Non, mais il y en a. Non, mais
la France, ces éternels insatisfaits. Mais arrêtez de regarder déjà Internet, arrêtez les réseaux. Épanouissez-vous, aimez la musique, faites de la musique. C'est bien ce que tu disais tout à l'heure, faites de la musique. Personne t'écoutera, mais au moins faites de la musique. Mais oui, putain. Bon, histoire de sortir du shitall qui est le. Oh, pardon, excuse-moi, mon Dutch. Vas-y, non, je t'en prie, vas-y. C'était histoire de sortir du shitall qui est le Hellfest. On parlait musique underground et tout ça. Donc, justement, 89, chanteur de Misanthrope. Donc, pareil, je redis pour re-honorer ton rôle et ta présence dans la scène française. Maintenant, la question que je vais te poser, c'est au niveau de la scène underground française, spécifiquement française, comment tu la sens ? Tu la sens florissante ? Tu la sens épanouie, sombrante ? Qu'est-ce que tu as comme regard aujourd'hui en 2025 sur la scène underground française ? Eh ben, j'ai un petit peu changé d'avis. J'étais assez pessimiste il y a 5-10 ans. Et là, je trouve que oui, vraiment, il y a plein de très, très bons nouveaux groupes. Ça fleurit. Les facilités d'enregistrement. En fait, ce qui était pénible dans les années fin 80, 90 jusqu'à 2010, c'est qu'on ne pouvait pas enregistrer, quoi. Il fallait aller en studio, il fallait donc de l'argent, il fallait donc être très bon pour avoir de l'argent pour pouvoir enregistrer. Enfin, c'était un cercle sans fin et c'est pour ça qu'on a monté avec Séverine des structures comme Oli Record pour que les artistes talentueux puissent enregistrer. Bref, mais oui, il y a plein de choses maintenant. Vu que l'accès à l'enregistrement est devenu, on va dire, facile ou normal, ou en tout cas abordable, on a tous un copain qui a une carte son, un PC, un ampli, une guitare. Maintenant que papa, maman, vu qu'ils connaissent le Hellfest et ils savent que c'est une musique qui s'écoute en masse, ils t'achètent plus facilement une guitare et un ampli. Donc il y a des choses qui se structurent. Parce que voilà, en 89, j'ai enregistré ma première démo, mais j'ai commencé en 1988. Et je veux te dire que tu vas dire à tes parents, quand tu es mineur, j'aimerais bien avoir une guitare électrique et un ampli pour faire du thrash et du speed et du, du proto-death metal. Bon, voilà, t'es un extraterrestre, quoi. Hein. Ouais. Mais là, le problème, il est là aussi. Alors moi, je vais faire le mauvais flic, quand même. Parce que bien sûr. Il est aussi là aussi. Comment dire, le matos, ça s'achète, le talent, pas trop, quoi. Donc, bon, Ah, mais ça, on est bien d'accord. Est-ce que j'ai dit le contraire ? Non, j'ai pas dit. Je défends pas tes propos. Hein. Mais voilà, est-ce que justement la démocratisation de l'accès au matériel nous amène pas aussi des grosses daubes qui n'ont pas lieu d'exister ou d'être, en fait plutôt. Et alors, attends, c'est même pas ça le pire. C'est que c'est l'accès au matériel. Non, mais c'est à l'accès à la retouche infinie. Parce que maintenant, avec n'importe quel logiciel d'édition, le recalage, donc moi je ressasse ce que les gens oublient, mais jusqu'en 2003, on a enregistré sur bande analogique. C'est-à-dire que ta prise, si elle n'est pas en place, tu la refais. Et parce que t'as pas d'édition, tu peux pas éditer. Le mot ou le refrain, il n'est pas calé. Tu vois, tu dois tout faire, tu dois jouer ta musique parce que c'est sur bande analogique et tu peux pas éditer les bandes analogiques. Alors ce qu'on voit sur Metallica, le Black Album là, qui découpe les bandes analogiques pour faire du montage. Je sais pas si vous vous rappelez de cet épisode dans le documentaire sur Metallica, le Black Album. Bon, ça arrive pour les enregistrements de groupes extrêmement riches, hein, mais moi j'ai jamais vu ça de ma vie. Et voilà. Toi, comment tu te situes justement en tant que comme de Zik en fait, comment tu te situes avec ce nouveau matériel, cette nouvelle manière de faire? Est-ce que tu essayes de doser un petit peu? J'essaye, ça veut dire quoi, j'essaye de doser? Est-ce que tu l'introduis dans ta manière de faire ou est-ce que tu s'il y a des outils, s'il y a des outils, pourquoi on les utiliserait pas? Parce que tu peux être un vieux con sur base. Enfin, non, tu vois. Je suis pas. Non, mais je dis pas que toi. Je suis pas un vieux con. J'avance avec mon temps. Oui. Voilà. Non. Ok. Non. Je suis un petit peu. Je suis pas trop pour les prods old school aussi. Hein, faites en 2025. Je trouve ça un peu bizarre, quoi. Voilà, ouais, il y a un pseudo entre deux qui est parfait, ni trop moderne, trop froid, trop aseptisé, mais ni trop old school, trop compliqué, trop onéreux pour mettre en place aussi, quoi. Voilà, non, mais il faut... Comme le Casio Hellfest, c'est pareil, tout est une histoire de dosage. D'équilibre, dosage et équilibre, mais c'est vrai. C'est pour ça que c'est hyper intéressant d'avoir ton point de vue, Philippe. Moi, je suis pour, évidemment, la technologie. J'ai toujours été, je suis un garçon qui avance. Et je suis évidemment pour la technologie. J'utilise les éléments d'édit quand il faut les utiliser, parce que c'est quand même mieux quand tu as deux chœurs qui sont très très beaux, qu'ils soient synchronisés, c'est quand même bien. Et c'est vrai que des fois, c'est plus facile de mettre un coup de souris que de refaire une prise.
pour différentes raisons. Mais aussi, c'est quand même c'est toujours mieux de faire 2 fois une bonne prise. Mais c'est pas ça que je voulais vous dire en fait. Je voulais vous dire que ça va à l'infini. C'est-à-dire que maintenant, je vois des formations qui trichent entièrement, c'est-à-dire qui découpent leur prise à la note près, qui recalent tout sur la grille. Une grille, c'est les 4 temps de ta partition et de ton tempo. Donc en fait, c'est ça. On peut aller jusque là. C'est-à-dire que le mec qui fait un riff tout. Il prend les tout, il les découpe, il les met sur le clic et comme ça il joue super carré, comme le guitariste de Meshuggah. Mais en fait c'est faux, parce que c'est lui qui joue, mais c'est pas lui qui joue, parce qu'à la fin c'est l'édit. C'est là où l'épreuve du live est intéressante et c'est là où justement le Hellfest a quand même une fâcheuse tendance à propager des bons groupes, parce qu'il y a quand même une grille de sélection qui fait que quand tu arrives en live et que t'es pas foutu de le faire alors que tu l'as très bien fait en album, c'est qu'on a senti la patate venir et il est temps d'aller te faire enculer et de t'entraîner quand même. Donc, tu sais quoi, coup de gueule de Philippe Courtois, j'ai trouvé que ça jouait pas toujours super bien au Hellfest. Pour un gars qui les a tous fait, alors là tu m'intéresses, parce que moi j'ai jamais fait le Hellfest. Que des groupes jouaient pas bien. Pas tous les membres du groupe, mais il y a toujours un qui a moins bossé, moins répété. Des groupes mythiques le mec il sait jouer ses riffs, mais il sait pas en place, c'est pas dedans. Il manque des croches, et il manque des bouts de trucs. Alors je sais qu'on est en live, mais faut pas déconner. À un moment donné. Des groupes que tu apprécies ? Des groupes que moi j'apprécie, oui. D'accord, ok, parce que tu pourrais ne pas apprécier et se dire finalement c'est un peu surfait en production. Tiens, je vais voir ce que ça donne parce que je suis curieux. Et en fait, c'est patatras quoi. C'est le playback, le gros problème. C'est le playback, c'est les gros artistes en main stage. C'est plus que les bandes, c'est playback. Il y a des instruments complets qui sont pas joués. Donc tu as la belle gonzesse qui fait la basse, qui est habillée de fou, super look, tout le monde adore, mais bon, la belle gonzesse ou le beau mec, excusez-moi, ou le beau mec, ou le beau, les trucs à la mode là, ou le beau nouveau. Le nouveau genre, et donc tu as des personnages qui sont d'enfer, mais c'est pas eux qui jouent en fait, et ça se voit, parce que ça se voit, quand t'es à peu près, ça se voit. Ouais, quand t'as de la bouteille, tu sais à peu près. Ok, bon, c'est intéressant. Avant la pause musicale là, du morceau que tu nous as proposé, évidemment de mise en prod de ton groupe, on va essayer un petit peu de revoir ça aussi, comme je disais, sous ton ongle de chanteur. Pareil, 89, les techniques de chant, le niveau de chant des groupes de métal, est-ce que tu trouves qu'il a évolué aussi, sans parler de triche, là pour le coup, et d'édition, mais vraiment des gens qui ont gagné ton respect. Est-ce que tu as vu une évolution concrète dans l'évolution des chanteurs métal de la scène française? King Diamond ou Danny Fields, ça chante mieux maintenant qu'avant, quoi. C'est clair. Axel Rose aussi, je crois. Enculé. Je connais pas bien tous ces trucs-là. C'était facile. J'ai loupé la scène grunge. Il y avait déjà Morbid Angel à l'époque, donc on écoutait dans ma bande de copains, on n'écoutait pas Guns. Et donc oui, ça chante bien, mais bon. Après, il y a des chanteurs comme Klaus Meine de Scorpion. J'ai tout le grand respect pour Scorpion. Faut arrêter de chanter, il faut arrêter de le mettre sur scène. C'était très très difficile. C'était très difficile. Comme pour Renaud, il faut arrêter la musique. Renaud, pareil. Non, mais alors attendez, Renaud. On parle bien de Renaud Séchant. Est-ce qu'on parle de Renaud Séchant? Renaud Séché, il s'appelle. Non, mais comment c'est possible? Bon, ses potes sont producteurs ou musiciens. Non, mais de le laisser monter sur scène. À ça, j'espère que. Je dis ça, j'espère que ça ne m'arrivera jamais. Il faut pas. Regarde, il laisse monter Ozzy en fauteuil, en train de trembler comme un putain de vibromasseur, et le machin, il le laisse quand même parce qu'il y a de la thune à faire. Donc je te laisse deviner pourquoi il le laisse monter, les mecs. Qui est fautif, ses potes, ses producteurs, le public, tout le monde. Tu vois, parce que le public qui va aussi se déplace. Tout le monde. Je crois que c'est un peu la faute de tout le monde. Lui, il sait même pas où il habite. C'est la question qui tue, ça, je ne sais pas qui est le fautif. Non, mais. Mais à gauche du bar. Lui, tu le mets dans une forêt ou sur scène, c'est la même pour lui. Je pense que c'est l'ennui. Bon, il y a des gens qui ont besoin d'argent. Alors, le gros problème, dans le métal, ce que tu n'en parles jamais, c'est l'argent. L'argent, il n'y en a plus, vu qu'il n'y a plus de vente physique. Ceux qui se distribuent, les Orange, tous ces trucs-là, SFR, tout ça, ont décidé, la musique, ça sera gratos, c'est streamé. Donc, bon, on va couper une partie du business. On va donner cette musique-là. On va couper ceux qui pouvaient vivre de leur musique.
couper la thune. Donc voilà, donc maintenant ces mecs-là n'ont plus d'argent, donc il faut qu'ils trouvent donc le live, le merch, tout ce que tu veux. Et c'est pour ça que le t-shirt est à 50 balles, quoi. Et entre autres, oui, j'ai vu ça, ouais. J'ai pas vu ça souvent, mais j'ai vu ça, oui. T-shirt à 50 balles. 20, ouais, 15, avec les salles qui prennent un pourcentage sur le merch et tout. Oui, ça, oui, les pauvres salles de concert, ils ont le bar, mais maintenant il leur faut aussi le merch. Les pauvres, ouais. Les pauvres. Et les salles subventionnées, on en parle, parce qu'il nous faut. Les SMAC, quand même, les SMAC. Tu vas ouvrir la porte des enfers. Sur les SMAC. On a déjà bien balancé, mais là tu vas ouvrir la porte des enfers. SMAC. Ouais, mais attends, mes amis des SMAC qui ne font pas jouer Misanthrope depuis je ne sais combien d'années. Non mais arrêtez. C'est fou quoi. Donc limite tu dois louer la salle. C'est toi l'artiste ou ton producteur qui doit louer la salle pour jouer, pour pouvoir jouer. Et tu dois leur montrer que tu as une fiche d'intermittence ou d'emploi pour le concert que tu donnes pour chaque musicien et chaque technicien. Parce que la loi française, tu peux pas monter, et écoutez bien, tu ne peux pas monter sur scène et faire une représentation en France si tu n'as pas un cachet d'intermittent, enfin un cachet de concert, de spectacle. Voilà. À part certains bœufs, certaines soirées spéciales où c'est donc de l'amusement, du bœuf, on va dire ça. Mais tout le reste, ça doit être déclaré. Je veux dire que les concerts underground, ça ne peut pas être déclaré parce qu'il n'y a pas assez de monde qui. Enfin voilà, c'est pas un système économique viable. Déjà, à peine ça défraie l'essence, l'hôtel, le catering. Donc tu vois, on est vraiment dans des démarches complètement différentes, complètement difficiles à comprendre pour quand tu viens de l'extérieur. Moi, c'est ce que j'entends. Moi, on me dit tout le temps, Philippe, mais comment on fait pour jouer ? Où est-ce qu'on joue ? Comment on fait pour jouer ? Il n'y a pas de date, ou s'il y a des dates, il n'y a pas d'argent. Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se fait ? Est-ce que tu penses qu'il y a une saturation ? Oui et non, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse de ça. Il y a beaucoup de groupes, il y a beaucoup de bonnes choses. Mais on voit bien, oui, c'est compliqué ta question là. Je ne pense pas qu'il y a saturation. Non, mais les gens se réservent pour le Motocultor ou le Hellfest ou aller voir Iron Maiden à la U Arena ou aller voir des concerts précis dans des grosses salles parisiennes. Principalement, c'est ça. Et ils y vont 1 ou 2 fois par an et point barre, ils se disent métalleux et ils vont à 1 ou 2 événements par an et ça leur suffit et ils écoutent leur Spotify ou leur Deezer. Moi, c'est ce que je ressens. Et ça te fait pas bondir, toi, en tant que, on va dire, fer de lance de la musique underground, on va dire, du metal underground, ça te fait pas un peu, enfin, pas bondir, mais un petit peu être amer, tu vois ce que je veux dire ? J'ai écrit un album qui s'appelle Le Magistère de l'abnégation. J'en suis pas là, je suis pas amer, je suis un homme extrêmement heureux et joyeux. Et je mets ma détresse et ma dépression dans la musique. Mais non, je suis pas amer ni jaloux. Il y a des plus malins que moi. Il y a des tourneurs qui se regroupent, qui, tu sais, ils bookent leur groupe. Tu prends ma tête d'affiche, mais tiens, tu dois prendre mes 3 nouveaux groupes que je prends en même temps. Sinon, t'as pas la tête d'affiche pour ton festival. Donc, tu vois, pas de méritocratie, quoi. C'est ça en fait. Non, c'est le booker qui fait tout. En 2025, c'est le booker qui fait tout. Ah ouais, c'était un petit peu avant c'était tu payais pour jouer pour une tournée, t'ouvres pour Cannibal Corpse, non pas Cannibal Corpse, 6 Feet Under et tu payes $1,500 par date, voilà, pour pouvoir jouer. Ouais, les supports là, les tours supports. Voilà, c'était ça avant. Maintenant, c'est plus trop ça, maintenant tu as un booker qui a 5 groupes tête d'affiche et puis il y a tous les groupes qu'il a signé. Donc pour les placer, il force un petit peu les organisateurs à prendre aussi la queue du wagon. Comme ça, il place tout le monde. Mais comme ça, les organisateurs sont contents. C'est pour ça que tu vois toujours les mêmes groupes en fait sur les scènes. Les organisateurs sont contents, ils ont leur tête d'affiche, leur pseudo tête d'affiche, et puis ils ont plein de groupes. Voilà. Et après, ce qui est compliqué, c'est pour les groupes un peu indépendants qui se cherchent, qui n'ont pas de contact, qui n'ont pas de tourneur, ou qui débutent, ou qui veulent pas rentrer dans ce système et qui vont au petit bonheur la chance, quoi. Voilà. Donc la méritocratie, après, ça aussi, ça existe. Si, bien sûr. Tout existe. Oui, mais bien sûr, mais tout c'est existe. Peut-être sporadique, hein, tu vois, un petit peu quand même. On est d'accord. Tu vois, juste pour réouvrir et refermer immédiatement la parenthèse du Hellfest, l'autre fois, j'ai vu qu'il y avait Etchebest, par exemple, avec son groupe de reprise, qui joue au Hellfest.
Moi, ça me fait bondir, en fait, ça. Tu vois, c'est Oui, le genre de oui, truc bon, qui me fait bref. bondir, parce que je me dis, en fait, est-ce qu'il est là, lui, parce qu'il s'appelle Etchebest? Oui. Parce que Oui. des groupes de reprises, il y en a dans tous les villages, hein, et des meilleurs que Oui, lui. oui, Donc oui. ça, Oui. je trouve ça un peu dégueulasse, tu vois, quand même. Très honnêtement, moi, j'aime bien la zik, j'aime bien ce monde-là. Voilà, c'est Ouais. une passion, et je me dis, putain, le mec... Mais tu vas pas regarder son truc, en fait, tu t'en fous. Mais sache qu'il y a Ouais, des t'en bats les mecs couilles, qui trouvent ouais. ça mortel. Ouais, Pareil, mais le mec, t'imagines, les le mecs mec des qui se- musclés, là, qui fait de la musique, du métal. Ouais, Bernard Je Minet. sais ouais. plus. Bernard Minou, là. Bernard Ouais. Minou. Bon, ben, alors ouais, au début, j'étais vachement. Ça m'irrissait le poil, de voir que ce mec-là. C'était les débuts, hein, justement, les débuts où on mélange tout. On met la télé-réalité, des youtubeurs, tout ce que tu veux. Et c'est vrai qu'au début, j'étais très, très amer de le voir faire des concerts, faire le signe du métal, tout ça. Pff. Et puis, mais en fait, les gens, alors, certaines personnes, en tout cas une majorité de la population qui va aux événements de ces concerts métal, mais en fait, ils aiment ça. Hein. Et c'est là que c'est fou. Et tu sais, au Hellfest, je parlais avec Manard d'Ultra Vomit, qui pouvait malheureusement pas faire son concert. Manard, le batteur d'Ultra Vomit, et on est très copains, comme quoi, tu vois. C'est Bizarre. Voilà, je lui passe le bonjour. C'est bizarre, voilà, c'est ça. Et mais eux, voilà, ils me disent, mais moi, je me rends pas compte. Enfin, je ne comprends pas ce qui se passe avec le succès d'Ultra Vomit. Toutes ces salles remplies. Voilà, il est très content, évidemment, mais. Ouais, ça part quand même à la base, tu sais, c'est comme, je suis copain aussi avec les mecs de Gronibar, tout ça, ça part d'un délire extrême, quoi, de grind, de scène hyper underground, quoi. Et voilà, et Ultra Vomit font une tournée de Zénith. Donc, chapeau. Bon, bah, en parlant d'underground, est-ce qu'on ferait pas une petite démonstration, une petite place pour Misanthrope, là, et on s'envoie Très bien. les empereurs du Enfin. néant? Les empereurs du néant. Ouais. Oui, on va faire ça. On va s'envoyer On n'est les pas empereurs du du tout néant, les branleurs, les branleuses. Comme ça, on se fait une petite pause audio. Et comme ça, vous voyez un petit peu ce que ça donne quand Monsieur Courtois Alors, pousse la chansonnette. Vas-y, Voilà, je alors, c'est une chanson qui a été écrite en 1999, hein, soyons old school. Voilà, une chanson qui a été écrite en 1999, qu'on a enregistrée au Fredman Studio, en Suède, hein, avec le producteur qui avait fait At the Gates, Star Tranquility, In Flames, etc., etc. À l'époque où la musique était encore de la musique et le métal extrême underground nous faisait vibrer, où il n'y avait pas toutes ces histoires, parce qu'en fait, on parle depuis une demi-heure de choses qui n'existaient pas avant. De problèmes qui n'existaient pas avant. Allez, c'est parti, les branleurs, les branleuses, les empereurs du néant, et on revient tout de suite. Let's go. La terre se craquait en morceaux. Que résonne le terrible chaos, entraînant la planète. Et son berceau
de retour les torcheurs de Ré, c'était Misanthrope avec les Empereurs du Néant de notre bon Philippe Courtois, toujours avec nous. Question un petit peu habituelle, pourquoi tu as choisi ce titre-là ? Les Empereurs du Néant, je trouve que c'est une super chanson. Elle marche très bien, elle est très écoutée en streaming. Et en concert, elle marche. Elle rapporte. Elle marche fort. Elle rapporte. Ouais, elle rapporte carrément, quoi. Et quelle idée. Mais quelle idée de penser que le métal, ça peut rapporter. Ah là là. Vous êtes déformé par votre passion. Et non, mais c'est une très belle chanson. Et j'aime bien parce qu'elle a un côté death metal, mais aussi un côté un peu progressif. Donc voilà, il y a un mélange de la structure musicale est intéressante. La basse est bien en avant. Et voilà, j'aime bien il y a un break complètement prog à l'intérieur. Tu vois, on parle de musique slap maintenant, d'un contact. Il y a du slap. Il y a du slap et du Et j'aime tapping bien à la aussi basse, les paroles de la chanson, et c'est un questionnement, voilà, où sont tous les grands hommes qui ont fait l'histoire de France, mais où sont-ils maintenant ? Et finalement, ne sommes-nous pas que poussière et néant ? Voilà. Ah bah, Quelle poésie. on en vient et on y retournera. Hein. C'est la base. À la base. Les grands hommes maintenant, fini. 1m75, pas plus. Après, il n'y a plus personne. C'est vrai, et dans les années 80 et 90, on croyait en nos hommes politiques. Ça aussi, c'est encore quelque chose qu'on a perdu. Voilà. Ouais, il y a tout qui se perd, il y a tout qui part en couille. Bon, est-ce qu'on n'axerait pas la deuxième partie de notre émission sous la bannière du label ? Donc, Holy Records. Très bien, très bonne idée. Très bonne idée. Bah ouais, parce que tu fais vivre aussi les groupes, tu ne fais pas que faire de la zik, tu aussi la fais vivre par ton label. Donc comment tu gères ça au quotidien ? Est-ce que c'est quelque chose qui te prend beaucoup de temps ? Est-ce que comment tu gères ça avec ton truc personnel donc de groupe et ton activité de label ? Donc, il y a déjà deux parties dans Holy Records. Il y a une partie, donc 92, 2010, où là, vraiment, on s'occupait d'une quarantaine de groupes. On a inventé le 360 avant le 360, c'est-à-dire qu'on prenait le groupe dans sa cave. Et puis, on l'emmenait en studio, on choisissait avec le groupe quel studio il allait. Séverine s'occupait de sa pochette, de l'artwork, des photos. On sortait les produits, distribution, diffusion, et après on allait même jusqu'à donc, le merchandising et le tour support, les tournées et les clips vidéo pour les plus grands groupes. Donc on a fait ça pendant très très longtemps. Là, ça s'est arrêté pendant 5-6 ans. Ça s'est arrêté pendant 5-6 ans de façon sporadique. Puis là, depuis 2021, post-Covid avec le nouveau site. On commence à rééditer, on a tout digitalisé pour que les gens puissent écouter ça gratuitement en streaming. On a pas mal aussi rendu les droits de vieux albums à Septic Flesh, à Offenland. Il y a certains labels qui nous ont racheté des catalogues complets comme Steel Volk qui a été récupéré par Prophecy. Les gars de Sup ont récupéré aussi leurs albums. Les gars d'Hélène ont récupéré leurs albums. Enfin, il y a plein de choses qui ont été faites ces 3-4 dernières années. Et puis là, gros focus sur Misanthrope et Argile. Avec réédition, sortie de vinyle haute définition, travail du son, remasterisation, mix spécial vinyle en 24 bits, 48 kilos, beaucoup de choses techniques et vraiment faire de la qualité dans les produits. Oui, parce qu'on a été des connards, on n'a pas cité Argile, t'es aussi chanteur d'Argile. Je suis guitariste, chanteur, compositeur, interprète d'Argile avec mes camarades. Mécanicien, peintre, lustreur. En fait, c'est passionnant, et l'album a été, merci d'ailleurs à Rockhard et à Rituel, qu'ils ont mis cet album-là en sélection album de l'année 2024. C'est marrant, j'ai été vraiment ravi, ça m'a fait très plaisir. Ah bah fierté, non, c'est vrai en plus, c'est vrai, ouais. Tu vois, je me rappelle quand Misanthrope, justement à l'époque de Misanthrope Immortel, à l'époque il y avait des référendums, les gars votaient pour leur groupe préféré, et Misanthrope, on était monté numéro 1, et dans Hard Rock, et dans Hard Rock Magazine, et dans Hard Enemy, l'année 2000. Encore un truc qui s'est perdu, le référendum. Ouais, ça s'est perdu tout ça, et c'est ça. Et tu vois, j'étais content, j'étais devant Lou Blas, j'étais devant Trust, j'étais devant Vulcain, il n'y avait pas encore Gojira, donc il y avait un peu de place, et puis 25 ans après, là, Argile qui est cité en sélection album de l'année, c'est cool, la roue tourne, mais finalement ça revient. Bon, c'est un long chemin. La roue doit tourner et ça fait toujours du bien d'être reconnu, quoi, tu vois. C'est une petite caresse sur la grosse bleue, c'est sympa. À 55 piges, tu t'attends pas à ça, quoi. Tu t'attends pas à sortir l'album Doom Death de l'année. Pour certains journalistes, ça fait vraiment plaisir. Moi, je fais ça avec passion.
je suis habité, quoi. Mais en fait, voilà, le label, que ce soit le label ou les groupes, enfin, Séverine et moi, on est habités, ou moi et Jean-Jacques, Kael et Anthony de Misanthrope, on est habités par le truc, on vit la chose, on fait ça à plein temps. Parce qu'il faut, pour faire de la création artistique, il faut faire ça à plein temps. Que ce soit un label ou j'ai de la même vision un groupe qu'un label, voilà. Ok. À plein temps. Avant de laisser la parole un peu à mon Mighty Bud. Ah, ça, je l'ai Tu fais monopolisé les- comme un fils de pute. Fais-toi, vas-y. Mais non, t'inquiète. Comment justement, voilà, comment ça s'articule dans le label? Est-ce que vous êtes plusieurs, j'imagine, parce que ça doit être un taf de ouf quand même. Voilà, comment toi tu chapeautes ça? T'as la main là-dessus ou tu laisses des responsabilités à tes collaborateurs, etc. Non, c'est un micro-label underground, Holy Record, maintenant, en 2025. Déjà, on n'a jamais été très gros. On a été que 4 au maximum. Même quand on avait Septic Flesh, Nightfall, C'est petite flèche quand même pour gérer des mecs comme ça. Bon, voilà, et on a les 5, on a sorti les 5. On a produit les 5 albums de Septic Flesh. C'est Séverine d'Holy Record qui a appris la PAO à Seth Spiros Hampton, qui lui a appris à la PAO avec Photoshop et tout, quoi. Donc c'est assez marrant. Maintenant, c'est devenu cet illustrateur hyper connu qu'on connaît tous. Ouais, mais c'est du taf. Bah oui. Mais en fait, on fait que ça. On a donné, je sais pas comment expliquer ça. On a donné notre vie. On n'a pas eu d'enfants. On a fait que ça. C'est pas vraiment un travail. On fait ça de 7h du matin à 23h. Alors pas tout le temps, toute l'année, mais il y a des moments où c'est comme ça, parce que c'est. En fait, t'as pas l'impression de travailler. C'est ta vie qui est comme ça. Donc comment ça s'articule? C'est un vrai travail d'équipe en fait. C'est un vrai travail d'équipe avec pas un gros enculé qui dit tu fais ça, toi tu fais ça. Ouais, okay. Non, mais c'est ça. Bah, que ça soit une chanson, c'est les garçons. Voilà, c'est les garçons qui composent, qui font les clips. C'est pas moi qui fais la PAO. Voilà, il y a plein de choses. Mais après, il faut travailler avec les. Moi, j'aime bien travailler avec les artistes, donc je travaille avec les illustrateurs. Voilà, on sélectionne les pochettes, les logos, on fait des croquis, on fait de les la mastering. DA, ouais, c'est ça, de la DA. Tout ce qui est mastering, mix, on va au studio Enosis. Avec Frédéric Gervais, ça fait 4 ans que je travaille avec lui, c'est super. Non, mais plein de choses, bien sûr, mais il y a plein de gens autour de nous, plein de gens, il y a plusieurs graphistes, c'est des distributeurs, donc je te dis Season of Mist, mais je fais aussi des distributeurs en VPC. Là, le dernier Misanthrope d'Assassin, Osmose le distribue, Adiposer le distribue, le Argile, l'Adlo, les acteurs de l'ombre le distribuent. En fait, c'est tout ça le travail, c'est être en contact permanent avec les acteurs. Ça fourmille, ouais. C'est voilà, et ça redevient là. Je veux dire, honnêtement, c'était marrant parce que 2010-2020, c'était compliqué. La post-Covid, en fait, ceux qui restent, ils sont au taquet et c'est vraiment agréable, quoi. Bah écoute, tu me fais un super pont parce que la question que moi je voulais te poser c'était est-ce que le modèle label tel qu'on l'a connu dans les années 80-90 où c'était vraiment tu ne pouvais pas exister sans un label quasiment, même en underground c'était très compliqué, était pas voué à mourir? Mais là tu me dis justement, donc je rebondis là-dessus, tu me dis que post-Covid il y a eu quand même un nouvel engouement, une renaissance là-dedans, donc je vais quand même te poser la question, est-ce que c'est pas un modèle qui est amené un peu à crever, le fait d'avoir un label extérieur et de pas gérer en autoprod ou les labels à distance, ce genre de choses là et tout ça? Gojira ne serait pas Gojira sans son label, ni sans son management. Bien sûr, mais donc, ils sont pas en 2025, ils sont pas arrivés en 2025. Je parle vraiment justement de l'avenir. Est-ce que le modèle de label n'est pas voué à mourir par rapport à notre manière de gérer et de consommer la musique actuellement? Si tu veux, mais il y aura toujours. Pas si moi je veux, je te pose la question. C'est si toi tu le penses. Mais moi je le pense pas, non. Ah voilà. C'est ce que Bud pense. Mais il y a personne. Il y a personne dans le métier des professionnels. Là. Il n'y a aucun professionnel qui pense ça. Toi, si tu veux penser ça, c'est bien. Oui, tu peux tout faire tout seul, bien sûr. Tu peux tout faire tout seul, mais voilà. Mais personne n'est bon en streaming, n'est bon en importer, faire déjà 3 masques. Il faut faire un master pour les cassettes, pour les CD, pour le vinyle, pour le digital. Enfin, déjà ça c'est technique. Enfin, je veux dire, qui sait faire ça? On n'est pas nombreux à savoir ces choses-là. Enfin, voilà, il y a plein de subtilités, les pochettes, la musique, le style, le merchandising, comment on imprime du merch, et puis la finance, l'argent. Où est l'argent? Je veux dire, le mec qui débarque avec son groupe, ça a beau être le meilleur groupe du monde. Il faut qu'il ait déjà les éditions, les droits d'auteur, les droits voisins. Enfin, mais vous vous rendez pas compte. Et le juridique. Alors si on se rend compte, si. Alors peut-être pas comme toi, mais quand tout va bien dans un groupe, tout va bien. Quand ça va plus, il faut du juridique. Non, mais c'est vraiment un travail de fourmi, c'est passionnant. Il y a plus d'emmerdes que de satisfaction. C'est pour ça que j'aime bien ce métier-là.
C'est qu'il y a plus d'emmerdes que satisfaction. Et puis maintenant, Petit côté il y a beaucoup moins scatophile, d'argent. monsieur Courtois, on va se calmer un petit peu là, dis donc. Hein. Il faut résoudre des problèmes. Et d'accord. c'est un combat. Et c'est un combat permanent. Et voilà. Mais tu échanges avec aussi souvent avec les fans sont passionnés et t'es encouragé. T'es extrêmement plus encouragé qu'avant. Donc voilà. As-tu Et du coup, douté il y a- Ils comprennent. Pardon, vas-y mon Dutch. Bah, du coup, comment ça se gère un peu la sélection des groupes que tu vas prendre sous ton aile, entre guillemets, tu vois? Ben, j'en prends C'est plus en plus- ce moment là. Ça fait comme ça j'ai réglé le problème. Bon, bah, comment ça s'est passé alors? Voilà, au Ah, passé. ça va. alors. Voilà, tu Par exemple, comprends, tu on va comprends, citer parce que- Septic Flèche parce qu'ils ont Oui. un rayonnement mondial quand même. Est-ce que c'est des gens que toi t'as approché? Est-ce que eux t'ont approché? Comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait ces petites flèches? Quand on a signé Nightfall en fin 91, on est venu négocier, préparer le deuxième album de Nightfall en 94, donc avec Séverine et moi, on est atterri à Athènes et Eftimis, le chanteur de Nightfall, est venu nous chercher à l'aéroport et il y avait Spiros Antoniou qui l'accompagnait. Donc voilà comment ça s'est fait. Donc en fait, Eftimis Karadimas nous a mis dans les bras Spiros de Septic Flèche. Mais nous étions déjà en contact avec Septic Flèche à l'époque du tape trading, donc on s'envoyait. Donc là, c'était via Misanthrope. J'avais envoyé mon dernier enregistrement à Sotiris de Septic Flèche. Il m'avait envoyé son mini LP en cassette en échange retour. Donc je connaissais déjà la musique de Septic Flèche et on était déjà très impressionnés par ce mini LP, Temple of the Lost Rest. Et voilà. Et on s'est rencontrés. Ils nous ont fait écouter un titre qu'ils avaient fait pour démarcher, qui s'appelait Morpheus the Dream Lord, et on a produit l'album. Donc on a fait le chèque, on les a mis en studio, on a fait le chèque, et on a tout construit de A à Z. C'est-à-dire que les photos, la pochette, la Putain, distribution, méga intéressant. tout. Putain, mais- Donc t'as connu Fotis. J'ai connu Fotis. Putain. Fotis Ah là, Bernardo, tu veux dire? Bon, les deux Ouais, vieux ouais. là, est-ce que vous pouvez me mettre au jus ou je vais me faire foutre, Ouais. s'il vous Non, plaît mais le batteur exceptionnel de Septic Flèche. Alors, D'accord, Fotis, merci, il messieurs, est merci. arrivé. Fotis, il est arrivé à l'époque de Season of Mist. Donc D'accord. je connais très bien Fotis, mais j'ai pas travaillé avec lui sur Septic Flèche. Et tu vois, ce qui est marrant, Septic Flèche, c'est qu'ils ont fait 4 albums. On a enregistré les 4 premiers albums en Grèce et on a réussi quand même un petit label underground de Livry-Gargan dans le 9-3 à les emmener faire Athènes, Göteborg en Suède pour qu'ils soient produits au studio Fredman par Fredrik Nordström, toujours le producteur qui avait fait At the Gate, Dark Tranquility, In Flames, etc. Putain, le etc., quoi. ranking. Le ranking, Ouais, j'adore. Septic Flèche, on les amène là-bas. Livry-Gargan. Tu vois, j'adore le tout dans la même phrase, Ouais. c'est incroyable, j'adore. Mais non, mais c'est vrai. C'est un camoulox le truc. Ah ouais, Je c'est un pense camoulox que- stage. J'ai que je 2 pense- genoux, mais j'en aurais plus, je les Ouais. mettrais tous au sol pour dire oui, merci monsieur d'avoir fait vivre la scène. Merci monsieur, merci. Mais non, c'est pas ça. Mais en fait, c'est tellement improbable. Comme un couple Bah oui, oui. C'est improbable, Ah bah oui, évidemment. tu qui m'étonnes. vit à Livry-Gargan chez ses parents parce qu'on n'avait pas de thunes. Mais on met tout l'argent qu'on a pour envoyer un groupe d'Athènes et on les envoie à Göteborg en Suède au grand Fredman. C'est génial. Moi, je trouve ça génial. C'est une belle histoire. Bah, à mettre sur ton CV, ouais, laisse tomber. Ah bah ouais, sur le CV c'est monstrueux. Bah alors je me permets, c'est tout con, mais t'as une comment dire, une puissance, une énergie, une passion qui est débordante. Et je me demandais un petit peu, c'est peut-être un petit peu perso, t'hésites pas si tu veux squeezer la question, mais est-ce que tu as déjà douté dans ton parcours en tant que label, là j'entends bien, est-ce que tu as déjà Oui, douté, tu t'es dit j'abandonne, j'arrête, c'est tous des enculés, c'est ingrat, ou ce genre de réflexion là quoi? Mais tous les matins. Ah ok, ça. Et maintenant, C'est tous les mon soirs, leitmotiv. Jusqu'à ce que je boive un café et après ça va Parce mieux. que maintenant, ils m'écrivent sur Messenger. J'ai les groupes là. Hé, on en est où de mes droits? 23h sur Messenger. Bonjour Philippe, j'espère que tu vas très très bien. On en est où de mes droits? Argent! Rends-moi l'argent, Philippe, putain, s'il te plaît, merde! Et ben ça me met dans un bad trip pendant toute ma soirée. Le lendemain matin, je me réveille. Je pense, c'est la première chose dont je pense. Je vais voir mon chat, je bois mon café et hop, j'attaque au boulot. Comme un taré. Moi, oui, faut être un peu fou hein, pour faire ça, mais c'est comme ça. C'est la passion, c'est ce qu'on appelle le frisson. Ouais. Ouais, c'est la passion, ouais. le frisson. Passion intarissable. Ouais, c'est Incroyable. pour ça en que... fait, ouais, c'est bien. Non, mais en fait, c'est. Vous connaissez très certainement, mais on est très très copains avec Hervé Herbeau d'Osmos Productions, qui a signé Immortal, Impel Nazarene, Marduk, tout ce que tu veux. Et lui aussi, c'est ce qu'il aime bien finalement. Il aime bien avoir des embrouilles avec son label. Tu vois, des embrouilles avec les gens, avec les institutions, et c'est avoir des contrats difficiles à négocier. Et en fait, il y a une espèce
une espèce de combat underground, quoi. Et on a partagé ça récemment ensemble et je l'ai vraiment retrouvé là-dedans. C'est super. Et c'est super. Mais vous vous rendez pas compte de l'extérieur, la complexité des choses. Tu vois, par exemple, on prend Marduk. Marduk, c'est Osmose qui avait sorti les premiers albums de Marduk. Et bon, ils ont pris leur bande, tu vois, et hop, ils ont été les ressortir sur un autre label en Suède, sans l'avis d'Osmose. Puis finalement, 10 ans après de longues batailles, et ben c'est réédité chez tout, ressort chez Osmose officiellement et tout le monde est content. Et c'est un peu ça le métal, c'est un peu ça déjà l'être humain, et c'est aussi ça le métal extrême, c'est que finalement les gens, tu t'embrouilles pour des histoires et finalement 10 ans après, t'es les meilleurs copains du monde parce que on vient, voilà, les sources, l'origine, la confiance qu'on a donnée dans certains artistes, il y a rien de plus beau que ça. Par extension, oui. S'il y a des humains, il y a de la merde qui gravite autour. Avec. De toute façon. Voilà. Sinon, c'est pas des humains. Avec. Gentrification, tu nous as parlé de Sylvain Bégaud, tu en es forcément au courant, tu es forcément informé de cette vision-là dont on a énormément débattu. Comment ne pas te poser la question, toi Philippe Courtois, en place depuis 88, je le répète, tu as vu beaucoup de choses changer, évoluer. Qu'est-ce que tu penses de cette gentrification de la scène, toujours en tant que label ? C'est une bonne question, les amis. C'est une bonne question et je m'attendais à ce que vous me la posiez. Donc t'as une réponse toute faite alors. Alors je sors mes feuilles. Je sors mes feuilles. Non, mais je pense que tu sais David Vincent de Morbid Angel. Voilà, quand ils discutent avec les mecs de Nile, ils disent on va faire un concert, on va mettre Nile, on va mettre Suffocation, on va mettre Cannibal, on va mettre Morbid Angel ou I Am Morbid et on va faire on va leur donner 4 heures de spectacle et il y aura que des mecs qui ont 40 ou 50 ans. Et puis s'il y a des jeunes qui viennent, tant mieux. Et voilà, c'est ça. Ce qui était extrême pour nous. Alors, ce qui était extrême pour nous n'est plus pour les jeunes et c'est un peu normal. Et je vais répondre. Pour préparer l'émission, hier soir, j'ai réécouté Altars of Madness de Morbid Angel, un album qui a été enregistré au Morrison à Tampa, Florida en 88. Donc il y a quand même le premier gros album de Evil Death Metal de tous les temps. Et t'écoutes ça en 2025, tu connais le disque par cœur, et en fait, tu vois, il y a cette énergie, cette fougue de la jeunesse, mais en fait, quand tu écoutes les riffs, c'est plus brutal pour quelque chose de... Pour 2025, c'est pas de la musique brutale, finalement. C'est ça qui est... Tout a changé, les tempos, la façon de jouer, la précision, tout a changé, quoi. Et voilà, donc le monde change, mais oui. Je comprends. Ouais, il y a un côté crade à cette époque. Donc il y avait quand même aussi cet équilibre et l'énergie, entre l'énergie, le côté crade. Et l'analogie, tu pouvais pas retoucher. C'était bien que ça soit dégueu quand même. Toi, t'écoutes Bathory, t'écoutes Hammer, t'écoutes Celtic Frost, t'écoutes Venom. Est-ce que c'est pas toi, parce que toi tu es dans le milieu et que aussi tu l'as digéré, redigéré, chié 25 fois cet album. Si tu mets Kim Kardashian ou n'importe qui, puisqu'elle portait des t-shirts elle de Morbid Angel, cette pute là, et donc du coup elle, si tu lui mets ça, je pense qu'elle comprend rien, elle trouvera ça violent aussi. Donc, est-ce que c'est... Non, mais je parle pas d'elle. Après, honnêtement, alors tout ça, ça m'intéresse pas ces gens-là. Les people, tout ça. Non, mais ça n'existe pas dans ma vie. Oui, mais voilà, je sais qui elle est. Elle comme exemple parce que justement elle portait des t-shirts, mais etc. Même Ozzy, tu sais quoi, mais même Ozzy, il a fait un sitcom télévisé avec Sharon, je crois. Non, mais ça n'existe pas. C'est pas ma vie. C'est pas mon métal. C'est pas ça la scène. Non, mais exactement. C'est pas ça la scène. C'est une petite alternative de la scène, mais c'est pas ça la scène avec un grand L. C'est pas ça la scène. C'est pas là où je veux en venir. C'est que justement, toi, tu connais, tu es à l'école et tout, mais quelqu'un qui comprend rien à cette musique, même tu lui mets Altar of Madness, je pense qu'il va trouver ça abrasif, il va trouver ça gênant, tu vois. Il va se dire putain, mais c'est le bordel, je comprends rien. Tu vois. Je suis déconnecté. Je suis déconnecté de ces gens-là. Je ne vis pas dans leur réalité. Je ne vis pas. Justement, moi, je te dis, pour moi, j'écoute Somewhere in Time d'Iron Maiden ou j'écoute Altar of Madness de Morbid Angel, j'ai la même sensation. J'écoute des disques que j'ai digérés, je connais par cœur et qui me sont familiers. J'ai grandi avec eux. Je suis devenu un homme avec ces disques-là. Et voilà, ils me sont familiers. Mais c'est vrai, mais je suis d'accord avec toi parce que à l'époque, Sandoval, tu mettais, comment il s'appelait, la Tim Young derrière. Celui qui a repris la batterie, tu vois qui c'est, je t'apprends rien. Bien sûr. Oui, la violence a augmenté puisque l'autre il allait 2 fois plus vite, il tapait 2 fois plus fort, il était beaucoup plus technique, etc. Donc je pense qu'il y a aussi ce processus là. D'un côté c'est assez bizarre je trouve moi personnellement parce qu'il y a
une espèce de protocole d'asepsie qui est lié aussi au fait que les musiciens sont de plus en plus bons et clairs. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Tu vois mais oui, non mais... Par leur technique et par quelle soit leur technique propre et leur technique d'enregistrement, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, leur exécution globale en tant qu'instrumentiste, c'est mais vrai, t'as raison. Mais Fotis joue comme un fou. Georges Collias. Fotis, il était créatif. Georges Collias, moi je suis fan de Georges Collias, il est venu manger à la maison et normal. Bon, arrête de te la péter quand même. C'est normal. Hier j'étais avec Ozzy, on se grattait les couilles et puis je lui disais oh, tu devrais mourir. Donc, bref, entre deux shots de rhum, déjà j'adore ce qu'il fait dans Night, je trouve qu'il est spectaculaire, etc. Et incroyable. Et il est incroyable et il a fait une clinique en fait avec Gaël de Misanthrope, ils jouaient tous les deux, c'est drôle. Et il me dit à la maison, si j'avais su que tu étais là, moi quand j'étais jeune, j'écoutais le Rhum en noir de Misanthrope et les parties batteries, je les connais par cœur. Si j'avais su que tu étais là à la démonstration, à ma drums clinic, j'aurais joué ce morceau-là. Je l'ai su trop tard, quoi. Et ça m'a fait trop plaisir, c'est trop mignon. C'est génial, quoi. C'est génial. La prise en considération et le respect, il est monstrueux, quoi. Ouais, quel bonheur. La Grèce, j'adore cette scène-là. Et tout ça pour dire quoi? Je rigole. Oui, donc non, mais oui, c'est technique, c'est rapide, c'est tout ce que tu veux. Oui. Mais la rapidité maintenant, l'aseptisation. Le curseur de la violence, on parlait de ça, tu vois, le curseur de la gêne, de la violence, du côté un petit peu gênant du métal qui ne l'est plus vraiment, d'après. Enfin, dans ton ressenti, c'est ça c'est ça la question, je crois. Puis c'est les looks aussi. Oh là là. Enfin, mais en fait, on est tellement à l'opposé. Enfin, tu vois, nous on vient de la scène. T'avais pas de look, quoi, en fait. Tu mettais ton jean, tes baskets, ton t-shirt le plus underground possible, et puis c'était bien. Allez, une paire de lunettes de soleil. Et là, maintenant, on est dans des trucs hyper sophistiqués. Il faut qu'ils aient des fringues, il faut qu'ils soient déguisés en hommes préhistoriques, je sais pas quoi. Tout ça, il y avait quand même un certain look, il y avait quand même une certaine Death, il y avait pas de look. Regarde les graphique. photos de Death. Morbid Angel, oui, mais Death, Cannibal, il n'y a pas de look. Dans tous ces groupes Suffocation, il n'y a pas de look. Tous les groupes de trash, il n'y a pas de look. C'est eux qui l'ont défini, c'est-à-dire qu'à l'époque, ces mecs, ils s'en battaient les couilles, mais aujourd'hui, si tu veux avoir un look métal, faut que tu t'habilles comme ces mecs de l'époque qui s'en battaient les couilles royalement. Mais ils s'en battaient je pense tu regardes des photos d'autopsie, tu regardes toutes les photos, t'as un jean, des baskets, voilà. Tous les groupes de trash, regardez les photos de Testament. C'est hallucinant, quoi. Ouais, il y a Carcass, le chanteur de Carcass qui est passé pour un ovni. Je crois qu'il avait la boule à Z, où il a eu des dreads aussi, et tout le monde a fait. Il a eu des dreads, Qu'est-ce qui se passe? Un rasta blanc qui fait du death, bordel. Allez, je me suicide, c'est bon, la fin du monde est arrivée, là, c'est bon. Ouais. Mais tu sais que Jeff de Carcass, il a été très peiné il pense avoir loupé une grande partie de sa carrière, hein, et il veut revenir en force et être au devant de la scène, mais il s'est pas mal fait doubler par pas mal de groupes et il en veut vachement, hein. Il a pas eu de bol, il a mal sa transition entre E-Rec et il est passé à une major où ils ont un peu ramolli ils ont fait de la musique plus facile à écouter et ça a pas fonctionné. Après il y a des gros problèmes avec les majors, donc ils sont repartis sur E-Rec Records et voilà, il y a des mecs, c'est compliqué pour eux, hein, et je sais que il en veut vachement à l'industrie de la musique. Il a peut-être fait des mauvais choix aussi. Il y a eu des contrats trop mirobolants. Tu sais qu'il y a plein de groupes quand même qui sortent qui réussissent dans l'underground. Ils signent avec des majors ou des très gros labels et ça plante direct. Hein. Il y en a plein. Hein. C'est pas le même, univers. Hein. Ouais, j'imagine. D'ailleurs, est-ce que tu as fait des petites incursions dans le mainstream qui t'ont dégoûté ou alors au moins est-ce que tu t'es allé goûter véritablement IRL dans le mainstream pour vraiment savoir que tu voulais rester dans l'UG définitivement, quoi? On a travaillé un peu avec les majors pour la distribution d'Oli Records. Oui. On a fait ça, que ça soit en Allemagne ou en France, oui. Expérience intéressante ou c'est très intéressant. C'est très intéressant. Les Allemands, c'est les spécialistes. SPV pour pas les signer. Donc, quand tu lis bien ton contrat, les gars te disent chaque pressage, tu m'en envoies 2000. Hein. On va faire un carton, on va tout mettre en place. Donc, ils t'en mettent 2000 en place. Ok, donc c'est dans le domaine. T'en vends 300 et puis 2 ans après, ils te retournent les 1700 que t'as pas vendu. Bon, super. À tes frais. Et puis à tes frais. Donc, tu payes les frais de retour. Puis après, tu reçois ton relevé de vente. Et donc, ils t'en payent 300. Et puis après, mais à 1700, c'est toi qui leur dois de l'argent parce que tu payes. Tu n'as pas lu la petite ligne. Tu dois payer un droit, donc, en plus des frais de port, un droit de mise en place. Donc, tu te retrouves avec 1700 invendus que tu vendras jamais.
Je que ça me fait pas rire. Tu te Là. retrouves à leur filer de la thune parce que ton scud d'Holly Record, il a été sur un rayon d'un espèce de disquaire en Allemagne. Au lieu d'en prendre un, il en avait 30. Et Scheiße Record. voilà, et tu te fais défoncer la gueule. Merci SPV. Champ de soleil, la belle. Non, mais c'est tout comme ça. Non, c'est un milieu très compliqué, très difficile. Attention, hein, que je fasse pas miroiter les choses. Il faut être extrêmement tonique, combatif, et tu perds souvent. Hein. Tu perds souvent, mais tu gagnes souvent aussi. Donc c'est un combat permanent. Bon. Très bien. Putain, quelle anthologie. On pourrait parler des heures. Monstre. Ah ouais. Tu sais, tu tires une ficelle, il parle 1h30 d'un truc. C'est folie, je te jure, je touche papier. J'écoute, je touche papier. Je dis, qui l'a pas bouffé, qui c'est qui connaît pas, qui c'est qui l'a pas vu, c'est n'importe quoi, tu sais. D'ailleurs, Christian Gojira était à la maison l'autre jour. Non, je déconne. Ouais, si, c'est vrai, je vais pas vous raconter l'anecdote. Parce que c'est indécent. Attends, ce mec si, incarne quand même le métal métal français. Hein. Il incarne depuis qu'il s'est fait brûler la gueule il y a 2 ans, là, je crois, sur scène, et qu'il a continué génial. son live tel un héros de guerre. Le mec, il a été considéré comme voilà, gueule c'est ça cassée. le métal français. Ah ouais, non mais franchement incroyable. C'est les mecs qui sont en mode, ok, il est super sympa. Hein. Il est super sympa. Ils souhaitent le bon. Et donc, non, mais pareil, c'est aussi Gojira, c'est quand même tellement énorme ce qu'ils ont fait, enfin, le succès qu'ils ont, c'est déconcertant. Et c'est génial de pouvoir bouffer avec un mec comme ça à la maison, faire une grillade. Et un petit rosé, moi je trouve ça, j'aime bien ça aussi dans le métal. Hein? Tu l'as fait cuire du tofu? Je croyais qu'il buvait pas de bière chez Gojira, mais que nenni. Avant de monter sur scène, ils ont jamais dit qu'ils buvaient pas après d'être montés sur scène. Hein. Avant de monter sur scène. Bière, un peu de vin, je crois. Et puis alors, donc ce qui est marrant, c'est que là, on s'est vu je ne sais plus quand, mois de juin, avant le Hellfest, et puis tu sais, je rentre à la maison, la semaine suivante, on voit les annonces. Gojira en ouverture des dates de Metallica dans les festivals américains, dans les stades. La tournée, ils font la première partie, ils tournent les stades. Et ben, ce mec-là, Christian, il est capable de passer une soirée avec toi sans te dire cette information. Tu vois qu'il quand même, le mec, il ouvre pour Metallica, tourner des stades aux States. C'est quand même, je sais pas si vous vous rendez compte. Est-ce qu'il est pas blasé un peu? C'est devenu normal pour lui, ouais. Il est pas autiste, non, je pense pas. Ils sont balèzes, les mecs. Tu paries que c'est le mec qui dit putain, ma Peugeot, elle m'a lâché dans les pattes avant de venir chez toi, cette salope là, ça me casse les couilles. Ouais, au fait, tu sais quoi, la première partie de Metallica, on s'en bat les couilles. Ma putain de Peugeot me fait chier là. Non, il t'en parle pas parce qu'il a la thune pour changer la plaque de protection, donc il ouais, mais je suis sûr que ça le fait chier quand même. Tu sais, il a la thune pour, mais ça le fait quand même chier. Genre putain, 300 balles, enculé de Peugeot. Putain. Non, il avait croisé un collègue à moi pour qu'il était très gentil, ce monsieur apparemment. Tu sais, il faisait des masterclass là. Ouais, guitare, ouais. Ouais, voilà. Et apparemment, il transpire la gentillesse. Donc, il est vraiment hyper sympa. Quoi. C'est marrant. C'est comme très tous, marrant. hein, ils ont l'air vraiment cool, hein, et simples, accessibles, etc. Donc, c'est tout à après, moi, à titre personnel, je les attends un petit peu au tournant musicalement. Pour le prochain album ? Ouais. Ouais, je suis curieux. Je suis curieux aussi. Ouais, très curieux. Il y a une évolution assez particulière et je suis franchement très curieux parce que c'est cool au final, tu vois. Il y a quand même moi, j'adorerais qu'il fasse un truc méga violent, tu vois. Ouais, de fou. Revenir à l'essentiel. Retour aux sources. Ouais, exactement. C'est un The Link Beast version Huch. Ouais, voilà. Bah, c'était bien, The Link, c'est bien quand même. Ah, ouais, sûr, même après. Super album. Mais tu vois, c'est marrant parce que je me souviens le festival VS qu'il y avait eu à la Loco à Paris. En tête d'affiche, c'était Gojira et la tournée The Link justement. Et en fait, tu sentais, c'était plein et tu sentais qu'il y avait un truc qui se passait que j'avais jamais vu. Le public est devenu en transe quand même à ce concert-là. Et on est sur la tournée The Link, c'est le festival VS, donc ça commence à remonter. Et c'était. Pourtant, il y avait plein de choses. Hein. Il y avait eu Aborted, etc. Il y a eu des grosses pointures. Je crois qu'il y avait peut-être Scarf, je sais plus. Et il y avait des grosses pointures, mais c'était vraiment. Tu voyais que là, il y avait une grosse différence. Ouais, il y avait une grosse différence. Ouais. Pourquoi Gojira? Mais encore une fois, ça a marché en France quand ils ont percé aux States. Bah là, le public français, en masse. Hein. Je parle du public français de masse. C'est élus, des élus. Hein. Eux, il y a vraiment le truc de l'élu, quoi. Tu vois, tu ressens vraiment quelque chose. Quand ils jouent. Ils ont bien chopé le truc de nul n'est prophète en son pays, tu vois. Ouais, c'est vrai. Oui. Il a fallu être adoubé par l'étranger. Enfin, c'est typiquement français, ça. Mais bon, c'est pas c'est typique. Mais on était au courant
qu'il était en France, le Christian, parce que il y a notre ami Pascal qui a pas pu s'empêcher de prendre un selfie avec lui, donc on était au courant. Coucou Pascalou, bisous Ouais, bisous. Ouais, lui un coup de Neg Marron et un coup Christian Gojira. Je sais pas. Et y a ah bon, pas de- être Nos compris, limites. être compris. Nos limites. Ouais. Bon, est-ce que tu nous synthétises un petit peu? On a avancé quand même pas mal du tout dans l'histoire. Est-ce que tu nous synthétiserais un petit peu toutes ces années de carrière, ces 40 ans de carrière là est-ce que tu nous synthétiserais ça avant qu'on s'abandonne, mon très cher Philippe? Oui, puis c'est quoi aussi, pardon, excuse-moi, mais c'est quoi aussi, qu'est-ce qui arrive pour le groupe aussi? Alors, synthétise-nous un petit peu tout ça, et c'est quoi les prochaines échéances du groupe? Excuse-moi, Mighty, j'essaye de te compléter. Bien sûr, bien sûr. Déjà, on essaye je travaille sur un nouveau schéma économique et entre rééditions. En fait, j'ai cette horrible impression d'avoir abandonné les fans de Misanthrope pendant trop d'années. Et ouais, on se sent lésé quand même. Non, mais c'est vrai que des fois, il y avait 5 ans d'écart. Il y avait 5 ans d'écart entre deux albums. Donc là, on essaye d'un petit peu de rattraper le temps perdu, mais en faisant des produits très, très léchés et en repartant à la source, au son. C'est ça qui m'intéresse. Donc, beaucoup de travail du son. Et tu vois, cette année, justement, on arrive. Donc, en septembre, on a fait le live de Misanthrope. J'étais content, très content. Premier double live, ça c'était septembre. En janvier, on a sorti un EP que j'étais mixé au Morrison Studio à Tampa, Florida, là où était enregistré Altar of Madness de Morbid Angel, justement. Et puis, on a sorti une réédition d'Alpha X Omega. Non, c'était Death Ascent, ça s'appelait, excuse-moi. Et on a sorti la réédition d'Alpha X Omega pour la première fois en vinyle, en 24 bits, 48 kilos pour les connaisseurs de compression, pour un mix spécial vinyle. Ça, c'était il y a 2 mois. Et cet été, on sort les 25 ans de Misanthrope Immortel. Voilà, donc là, on a 4 sorties sur une année complète. Donc je trouve que on a bien travaillé. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Il y a beaucoup d'investissements. C'est solide, voilà. Ça a bossé, c'est solide. Ça a bossé dur. Pour un tout petit label comme Holy Records, faire ça, c'est très bien. Et puis juste avant, il y avait eu le Argyle, justement. Tu vois, le travail et il y a une espèce d'accomplissement. Les gens nous suivent, nous supportent et c'est très très agréable. C'est très très agréable. Bien, merci, c'est plus qu'agréable. Ouais. Les gens. Merci. Un peu de consécration après tous les efforts que tu as fournis, et en tant que chanteur de Misanthrope, et aussi en tant qu'acteur de la scène, quand même vraiment massif, tu vois. Il est peut-être temps un petit peu de récolter tout ce que tu as mis, tous les sacrifices, tous les efforts. Non, mais c'est bien. Mais tu sais, je suis pas ouin-ouin. Ça arrive parce que ça arrive, mais les années où c'était difficile. Je me portais pas plus mal non plus, c'est pas du tout ça. Et ce qui est aussi intéressant, il y a eu un gros article de 10 pages dans Rituel, hors série de Rock Art, 10 ou 12 pages sur Holy Records, qui était assez intéressant, avec des belles images. Là, ça c'est sorti, des belles photos d'archives, c'est sorti, je crois, en début d'année. C'était aussi agréable que la presse spécialisée mensuelle parle de Holy Records. De toute façon, j'en parle souvent, mais c'est vrai qu'on n'en a pas encore évoqué, mais il y a eu un lancement avec Osmose. J'ai parlé d'Osmose, Adiposer et Holy Records. Là, ces 3 labels-là, vraiment à l'aube des années 90. Pour toute l'Europe, on a montré qu'on pouvait faire un label indépendant de qualité, tu vois, en partant de rien, avec la passion, et on a arrosé, et on a cru surtout à un style musical, un courant musical. Donc nous, c'était plus les dérivés atmosphériques Doom Death, du death metal, donc le post-death metal, Osmose avec le black, Adiposer, ils avaient quand même Moonspell, ils avaient Alastice, ils avaient Celestial Season, ils avaient des belles choses aussi. Donc tout ça, ça a créé un espèce de mouvement, et beaucoup de gens ont grandi avec ces 3 labels-là, et tu vois, en 2025, on a les fruits. Et c'est quelque chose que j'avais pas envisagé. J'avais pas envisagé cette vision si lointaine. Et en fait, les gars, ils ont acheté des CD chez nous, et c'est beau. Ouais, à force de travailler, et peut-être, comme tu disais, d'essuyer pas mal aussi d'échecs et de difficultés, le jour où tu récoltes les fruits, c'est d'autant plus savoureux, quoi, tu vois. C'est ça. Donc, bravo à toi, et merci les gens, encore une fois. Ouais, merci les gens, merci Philippe d'avoir construit une partie de la scène aujourd'hui. Équipe, quoi. Ton équipe, bien sûr. Bien sûr, je suis pas tout seul. Tout seul, on fait rien. Et c'est un truc. Kermit, il en parle bien. Je voulais revenir là-dessus parce que j'ai beaucoup aimé son interview. Il dit les gens en France, on n'arrive pas à se fédérer. Lui, il avait eu l'idée de
de faire une fédération avant tout le monde où que les groupes se partagent les informations, que tout le monde s'entraide. Et on le voit bien aussi en Allemagne ou aux États-Unis avec leur Big Four là. Tu vois, donc en Allemagne c'est Destruction, Creator, Sodom, Tankard. Aux États-Unis, vous savez très bien qui c'est. Et ça, c'est des choses qu'on n'a pas en France et qu'on n'arrive pas et qu'on n'arrivera jamais à faire. Il y a quand même cette espèce. Il explique bien qu'il remet cette espèce de. C'est cette mentalité que certains n'ont pas, et je trouve qu'il n'y a pas assez d'entraide, il n'y a pas assez de partage. Moi, j'ai passé ma vie à distribuer les disques des autres quand même à Holy Records. Tu vois, les No Return, les Mortuary, les Merciless, les Lou Blast. Tout ce que tu veux, quoi. Enfin, c'était génial, quoi. Et c'est vrai que sous le signe de la concurrence mal placée, un peu, truc comme ça. Ouais, je sais pas, non. Non, mais ils sont dans leur truc, quoi. Ouais, je sais pas. Non, j'ai pas d'avis. J'ai pas d'avis. Je trouve ça étonnant, c'est tout. En fait, c'est tellement plus simple. C'est tellement plus simple de. Enfin, tu distribues mon disque, je distribue le tien, tu vois, ça va de soi, quoi. Tu fais un concert, je viens jouer avec toi, et moi, quand j'en fais un, tu viens jouer avec nous. Enfin, ça me semble une évidence. Tu vois les choses sous le signe de la passion, c'est une évidence. Enfin, tu vois, j'ai une date, Monolith, on reprend, parce que vous avez rigolé. Mais Monolith Misanthrope, c'était important quand on a eu cette opportunité. C'est Garmon, déjà, je remercie Garmon Bozzi de produire ce concert, et quand on nous a proposé, c'est Misanthrope qui a choisi la première partie, voilà, j'ai tout de suite pensé à Monolith. Forcément, parce que il y a un lien qui s'est créé entre Sylvain, Misanthrope via Dans le secret des dieux, et voilà, et c'est aussi une preuve de respect pour son travail. Et déjà le groupe est fantastique, on a le même producteur, les studios Enosis, Frédéric Gervais, voilà, ils viennent jouer, c'est une évidence, quoi. Oui, d'accord. C'est pas que par le fait que tu sois devenu ami avec lui, c'est parce que aussi, les planètes musicales se sont alignées, en gros. C'est excellent, c'est excellent. Et bien sûr, oui, non, ça serait. Oui, ça serait un aveu de faiblesse, du coup. Ouais, non, voilà, non, mais c'est un plaisir, voilà, je veux dire. Merci à toi, merci les gens. C'est le truc de merde. T'es génial, salut mon pote. Comment ça va ? Parfait. Non, mais donc c'est pour ça que souvent vos polémiques, les débats et les trucs, les gens. Mais dis donc. Mais non, mais il y a des choses. Chacun son boulot. Tu t'occupes des groupes, on s'occupe de la merde. Chacun son boulot. Vous faites délirer. Mais en fait, je suis tellement ailleurs. Des fois, j'ai l'impression, ok, mais tu sais, mais pas vous, mais sur YouTube. Non, mais... Vous en parliez en début, là, tous ces tirs groupés sur. Alors, il y a un mec qui est accusé de ceci, cela, mais on s'en branle tellement, en fait, ça n'a aucun intérêt, aucun rapport. C'est pas ça le métal, quoi. C'est fou, quoi. C'est fou. C'est la musique, les gars. La musique. Vous allez grandir avec de la musique. La musique que vous écoutez quand vous êtes ado ou jeunes adultes ou adolescents, vous allez grandir avec. Et les disques vont devenir mythiques. Voilà, c'est ça qui est important. C'est ça. Et ça, c'est ça ce que je ressens en 2025 avec le recul, tu vois. C'est j'ai porté par la musique, le souvenir musical. Chaque disque, je sais où je les ai achetés, je les connais. Ils ont un souvenir. Ça fait une partie de ma vie. C'est la musique. Moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est beau. Parfait. Parfait. Je crois qu'on a un peu fait le tour, on pourrait parler des heures et des heures. Mais... En fait, c'est qu'il faut qu'on fasse le tour, parce que si on veut faire le tour, viens, on enclenche directement une série d'épisodes sur un an avec 1 heure par semaine, et on aura fait le chapitre 1. On aura fait l'année 88, tu vois. Après, c'est très bavard. Non, mais c'est un nombre d'anecdotes incalculable, donc évidemment, dès que tu tires un fil, on est parti pour 1 heure. Donc après... tu reviens quand tu veux, évidemment, mais là pour cette session on va peut-être on a fait le tour de ce qui nous était on a merde. Exactement. Je suis d'accord avec Dutch. On a merde. Bon, vous mettrez le. On a décrouté le bison, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, on a dépoussiéré un peu le bordel là, c'est bon. Voilà. Merci beaucoup. Si vous voulez nous supporter, www.holyrecord.com. Balancez la carte bleue. T'es vraiment un bon client, toi. Vas-y, envoie les Facebook, les machins. Là, envoie du punchline. Tu mets rec et tu le laisses faire en fait le gros, c'est tout. Tu t'emmerdes pas la vie, c'est fantastique. Alors du coup, on te chope où ? On chope Misanthrope, Argile, voilà les rééditions. Là, on distribue, on vient de récupérer les Steel Vol qui ont sorti un nouveau groupe qui s'appelle Anocults. Ça vient de sortir là. On l'a en stock. Il y a Eros Necropsy qui a sorti un CD en vinyle et un vinyle.
qui vient aussi d'arriver en stock. Il y a plein de belles choses. Voilà, on continue à faire de l'underground aussi. Il y a un service de distribution et il y a les nouveautés, les rééditions. Voilà, merci pour tout les gars. Donc Facebook, Insta, YouTube, tout ça? Non, il n'y a pas tout ça. Le site internet olirecord.bar. D'accord, ok. Voilà, pour et choper, Misanthrope, il y a YouTube et il y a Facebook. J'adore. Ok, parfait. Bah, il y a Et quand on même va Facebook peut-être alors. ouvrir Ok. en 2026 un Facebook Oli Records. Waouh. C'est Bravo. le challenge. Ouais. Il y a 6 personnes sur le dossier. Mais on n'a pas le temps. Non, mais trop bien. T'imagines, on n'a même pas de Facebook Oli Records. Je trouve ça trop classe. C'est qu'il n'y en a pas C'est besoin, vrai. donc c'est que c'est beau quand même, mine de rien. Ouais, c'est vrai aussi. Là, si la com se fait ailleurs sur cette saloperie de réseau social, C'est ça. c'est bien aussi, tu vois. Et n'oubliez pas d'aller les voir en concert aussi. On reste connecté. On reste connecté, on met le Bud sur le canoë histoire de ramer pour dire au revoir aux branleurs. Moi, je te remercie à titre personnel. Après, Bud, il le fera certainement, mais je comprends toujours pas que des gens comme toi viennent nous parler. Nous, les gens qui servent à rien, qui remuent la merde. J'ai dû merci à relancer toi. pour avoir un rendez-vous avec vous. J'ai dû Ça va, relancer c'est par bon, mail. il y avait du boulot là, laisse-nous tranquille, c'est bon là. Ouais, nous aussi, on a des activités extra musicales. Non, mais voilà, merci beaucoup, merci pour cette discussion vachement intéressante avec toute ta gentillesse, toute ton accessibilité. Je dis aux branleurs de se foutre ce qu'ils veulent dans le fion et on se rejoint très vite. Et merci encore à toi, Philippe. Je passe la main au Mighty. Très bien, effectivement. Merci à toi, mon Dutch. Merci, Philippe. Merci pour toutes ces anecdotes. Merci pour ta gentillesse et cette passion débordante qui t'anime. C'est assez incroyable et exemplaire. Vraiment, je reste pantois devant tout ça. Branleur, branleuse, Merci. comme le Dutch vous suggérait, reprenez vos trucs, insérez où vous voulez. C'est plus notre problème à cette heure-là et à ce niveau-là des émissions. On se retrouve la semaine prochaine avec on ne sait quel sujet, on ne sait quel truc. On s'en Non, remet pas la même pas semaine la semaine prochaine. prochaine. Dans 2 semaines. Avec on sait pas quel sujet, je sais pas, on verra bien. D'ici là, des bisous, allez vous faire enculer et ciao. Ça, c'est du spectacle.